est une bactérie présente partout, dans l'eau, le sol, la végétation, les animaux. Elle est aussi commune dans les produits alimentaires. On la retrouve dans les aliments crus. Mais les aliments cuits peuvent être contaminés après la cuisson. Nous en avons donc tous déjà ingéré en petite quantité sans être malades. C'est quand la bactérie se multiplie et se retrouve en trop grand nombre dans un aliment qu'elle peut infecter le sang et causer une intoxication plus ou moins grave selon l'état de santé de la personne touchée. C'est ce qui s'est passé ces dernières semaines. Fin juillet 2008, on rapporte les premiers cas de listériose. 19 août, l'Agence canadienne d'inspection des aliments pointe du doigt l'usine Barter de Maple Leaf à Toronto comme étant la source possible de la contamination. Elle émet une mise en garde visant 25 produits de cette usine. Les produits en cause ont été distribués à l'échelle nationale dans les restaurants, les hôpitaux, les maisons pour personnes âgées. 23 août. Le lien est confirmé entre la souche à l'origine de l'éclosion de listériose et les produits de l'usine Barter. Maple Leaf retire la totalité des 220 produits fabriqués à cette usine depuis janvier 2008 et portant l'identification 97B. C'est le plus important rappel dans l'histoire de cette entreprise centenaire. Une enquête est en cours pour trouver la raison de la contamination. Même si la crise est limitée à une seule usine, elle soulève l'émoi dans la population. Et maintenant, ce sont aussi certains fromages québécois qui ont été contaminés par une souche différente de la listeria. Il faut savoir qu'en général, la listériose est une affection relativement rare, mais sérieuse, car elle peut tuer de 20 à 30% des personnes diagnostiquées. La première épidémie de listériose recensée au Canada s'est produite en 1981. 41 cas, dont 17 morts, causés par de la salade de choux contaminée. Mais ce sont le plus souvent les viandes et la volaille qui sont incriminées quand il y a intoxication alimentaire. En comparaison, les infections à la salmonelle sont beaucoup plus répandues, mais moins graves. 6 à 12 000 personnes sont touchées chaque année au Canada, entraînant moins d'une dizaine de morts. Que peut-on faire pour éviter les cas d'intoxication alimentaire? Eh bien, en alimentation, il faut le dire tout de suite, le risque zéro n'existe pas. Toutefois, une récente étude de l'Université de Regina indique que le Canada se classe parmi les meilleurs pays au monde en matière de gestion et de sécurité alimentaire. De la réception de la matière première à l'expédition du produit fini, des normes très sévères régissent l'industrie. Vêtements propres portés uniquement en usine. Lavage des mains et des chaussures. Nettoyage et assainissement quotidien des aires de travail. Inspection des équipements. Prise d'échantillons systématiques pour détecter des traces de contamination. Séparation étanche des secteurs de viande crue des autres secteurs. À l'usine Barter de Maple Leaf, on effectuait 3000 échantillonnages par année. Dans toutes les opérations en usine, le tranchage après la cuisson est une étape critique. La contamination peut se produire si le lieu de travail, l'équipement de tranchage ou l'employé est contaminé. C'est la source probable de l'éclosion chez Maple Leaf. On a trouvé dans 2 machines à trancher de l'usine fautive des bactéries Listeria incrustées profondément dans des composantes mécaniques. Ces machines étaient quotidiennement désinfectées, mais elles n'avaient jamais été démontées pour un nettoyage en profondeur. L'Agence canadienne d'inspection des aliments demande désormais aux exploitants de démonter et de désinfecter les pièces internes de ces équipements. Pour les fromages au lait cru du Québec, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation revoit ses règles et impose de nouveaux tests de dépistage systématique dans les usines de fromage, avant la mise en marché du produit. Peu importe les efforts, une fois sorti de l'usine, le fabricant perd le contrôle sur son produit, que ce soit durant le transport, chez le détaillant, au restaurant ou à la maison. Une température trop élevée peut entraîner une prolifération des bactéries, ce qui risque de provoquer une intoxication alimentaire.
Pour ne pas briser la chaîne du froid, un produit périssable ne devrait pas passer plus de 2 heures à l'extérieur du frigo. Cela comprend le temps dans le panier d'épicerie, le retour à la maison et le temps de préparation. Il faut éviter de garder les aliments dans la gamme de températures dangereuses, située entre 4 degrés et 60 degrés. Et toujours décongeler les aliments au réfrigérateur. Et rappelez-vous les règles élémentaires d'hygiène. Se laver les mains avant et après toute manipulation d'aliments. Nettoyer tous les ustensiles de cuisine et les surfaces de travail avec un linge propre, humidifié avec de l'eau contenant un peu d'eau de Javel. Malgré la nature dramatique des événements récents, il faut garder à l'esprit que pour les personnes en bonne santé, qui respectent de bonnes règles d'hygiène, les risques d'ennuis sérieux sont minimes. Donc, il n'y a vraiment pas de raison de se priver des bonnes choses. Au retour, les abeilles en danger. Pyramide, du lundi au vendredi, 9h. Véronique Cloutier est tombée dans le showbiz quand elle était petite. Ses expériences nombreuses, Bonsoir dans la salle, bienvenue et merci d'être là. son talent incontestable, mais surtout son amour de la télé font de Véro une animatrice de rêve pour l'événement télé de l'année. Venez célébrer avec moi la grande fête de la télévision. Véronique Cloutier anime les 23e prix Gémeaux. Ce soir, 19h30, Manquez pas ça. à Radio-Canada. Collectionnez des lettres sur les boissons Coca-Cola pour jouer en ligne. À gagner jusqu'à 250 000 $ et à gagner instantanément en restaurant une Smart, des concerts Universal ou un des nombreux prix. Subway, pensez frais, mangez frais. Le jour du mariage, tout se concentre sur la mariée. Sa robe, son bouquet, sa coiffure. Mais quand tous les yeux sont tournés vers elle, c'est sur vous qu'elle fixe son regard. Alors louez votre tuxedo chez Moores et vous aurez l'air presque aussi magnifique qu'elle. Moores, bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Vous aviez en tête de le changer depuis longtemps, mais vous attendiez le bon moment. C'est le temps ou jamais d'en profiter et de vous procurer un F-150, le camion le plus vendu au pays depuis 42 ans. Louez-le pour aussi peu que 298 $ par mois ou encore achetez-le pour 26 824 $. À ce prix-là, il n'y a même pas de question à se poser. Le leader mondial de l'industrie de l'aluminium, Rio Tinto Alcan, produit bien plus que de l'aluminium. Avec Chantal Petitclerc, nous produisons aussi de la fierté. Avec les communautés dans lesquelles nous sommes établis, nous produisons de l'harmonie. Avec le Festival international de jazz de Montréal, nous produisons également du bonheur. Avec les gens du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, nous produisons de l'espoir. Nous produisons aussi du respect pour la nature qui nous entoure. Mais par-dessus tout, avec plus de 3,5 milliards de dollars de nouveaux investissements au Québec, nous produisons de l'avenir. On n'aura pas le choix de vivre ensemble pendant la prochaine année. 15 mois en Antarctique à étudier la nature et à subir ses humeurs. On n'a plus assez de temps, Mario. On oublie la réparation puis on prépare l'évacuation. Faut partir, faut partir. Un voyage au bout d'eux-mêmes. C'est mon voyage. C'est ton voyage? Ouais. Une toute nouvelle série dans laquelle rien n'est facile, mais où tout est hors de l'ordinaire. Mission Antarctique, l'aventure humaine. Samedi 19h30 sur RDI. Le sous-titrage pour malentendants vous est présenté par Boréal. 100% authentique, 100% Boréal. Rien d'autre.
le sait, les abeilles jouent un rôle fondamental dans la nature. Non seulement assurent-elles la pollinisation des plantes en général, mais aussi des cultures qui nous fournissent nos aliments. Or, les abeilles sont en danger. Leurs colonies sont en train de s'effondrer. Les apiculteurs et les scientifiques sonnent l'alarme. Une fin d'après-midi, début juin. Émile Houle, du Centre de recherche agricole de Deschambault, près de Québec, se livre à une expérience. Dans un cadre de ruche, il verse de l'azote liquide sur un petit rond. Le lendemain, retour sur les lieux, question d'observer le résultat. Le rond ciblé dans lequel les abeilles ont été tuées instantanément est parfaitement nettoyé. C'est signe que la ruche est en santé, les abeilles ayant vite fait disparaître les cadavres pour assainir le milieu. Si tout va bien pour le moment à Deschambault, ce n'est pas le cas à Odessa, un petit village du Minnesota. Avec 3600 ruches, l'élevage de Dave Ellingson a atteint une taille industrielle. Dave loue ses ruches pour la pollinisation des cultures. Il les transporte sur de très longues distances. Ces ruches, il en prend soin. Mais cette année, il a subi de très fortes pertes, près de 40%. Inexplicable. Nous ne savons pas ce qui se passe, mais les abeilles quittent la ruche et ne reviennent pas. Nous nous retrouvons avec l'essaim, le miel, quelques centaines d'adultes et la reine. C'est cela qu'on appelle le CCD, ou syndrome d'effondrement des colonies. Aux États-Unis, le CCD est apparu l'an dernier. Aujourd'hui, il touche 35 États. Un syndrome mystérieux. Les colonies meurent rapidement, sans signe avant-coureur. La majorité des abeilles adultes disparaissent. Il reste des cadres presque vides, comme celui-ci. On ne retrouve pas d'abeilles mortes autour de la colonie. Au Canada, la situation est différente. Officiellement, le CCD, tel que décrit aux États-Unis, n'a pas été observé, donc il n'existe pas. Mais à la station de Beaver Lodge, en Alberta, un homme suit de très près la situation américaine. Steve Bernal est le seul chercheur d'Agriculture Canada travaillant à plein temps sur les abeilles. L'apiculture est décidément le parent pauvre de la recherche. Ce qu'il souligne, c'est que les apiculteurs canadiens subissent des pertes annuelles de l'ordre de 30%. Compte tenu du fait qu'ils doivent faire hiverner leurs abeilles dans des caveaux, il est possible qu'en réalité nous soyons atteints du même mal, le CCD, mais qu'il se présente sous une forme différente. En fait, même si nous n'observons pas les mêmes symptômes que le CCD ou Colony Collapse Disorder, tel qu'observé aux États-Unis, il est possible que cela corresponde au nombre plus élevé de colonies mortes que nous trouvons au printemps. Chez nous, ces colonies sortent alors de leur hiver passé dans des caveaux. Si bien que nous ne voyons peut-être pas les mêmes signes dans les colonies, mais les causes sous-jacentes à ces pertes pourraient bien être les mêmes au Canada et aux États-Unis. Un mystère, un crime avec plusieurs suspects possibles. Le premier qui vient à l'esprit, c'est un parasite, le varroa, un acarien qui ressemble à un petit crabe rouge. Il infeste d'abord les larves et les nymphes, puis les abeilles adultes. La varroase, la maladie qu'il déclenche, est apparue il y a une dizaine d'années au Canada. Les apiculteurs québécois connaissent bien la varroase. Aujourd'hui, c'est la fin mai. C'est le temps de la pollinisation des pommiers. Yves Gauvin transporte ses ruches vers une ferme de Rougemont. Le varroa vient blesser l'abeille et il suce le sang de l'abeille. Les molymphes, c'est une petite... c'est pas comme une puce, là. Il se nourrit du sang de l'abeille. Mais quand il y en a juste un qui suce un peu de sang de l'abeille,
ça va bien. Mais quand il y en a plusieurs, mais là, ils blessent l'abeille. Ils vont y couper des pattes, ils vont y couper des ailes, ils veulent plus de sang, plus de sang. Fait que là, à ce moment-là, mais l'abeille étant blessée, mais là, les virus rentrent. Il y a des maladies, tout ça, de problèmes. Les intuitions d'Yves Gauvin sont confirmées par la recherche scientifique. À l'Université Laval, le biologiste Pierre Giovinazzo étudie le mode d'action du varroa. Il s'intéresse notamment à leur impact sur les reines dans les élevages. En s'attaquant de préférence aux mâles, les varroas réduisent la fécondité des reines. C'est ce qu'on observe en comptant les spermatozoïdes lors de la dissection des reines. Pierre Giovinazzo s'intéresse aussi à l'action des varroas selon les saisons. En ce moment, nous sommes au printemps. Il récolte les varroas présents sur les jeunes abeilles. Il n'en trouve pas beaucoup parce qu'à cette époque, il parasite plutôt les larves. C'est un fait à considérer lorsqu'on veut les traiter. Mais malheureusement, les traitements qui existent ont des limites. Les varroas sont devenus résistants aux pesticides qu'on leur applique. Ce qui, d'ailleurs, expliquerait bien des choses. Un mauvais contrôle de la varroise serait responsable d'une grande partie des mortalités qu'on voit actuellement. En partie parce que la varroa affecte la santé de l'abeille, ça c'est évident, mais aussi pour la raison parce que le varroa ouvre une porte d'entrée pour d'autres pathologies. Et là, on voit toute l'arrivée des problèmes viraux chez les abeilles. Par exemple, l'an dernier, on a identifié un nouveau virus, le virus israélien. Donc, on est en train de découvrir des problèmes viraux chez l'abeille. Nous voici donc avec de nouveaux suspects, les virus, notamment ce virus israélien. Une recherche l'avait impliqué dans le syndrome d'effondrement des colonies en septembre 2007. Mais ce résultat n'a pas été confirmé. C'est encore une fausse piste. Quant à lui, Steve Purnell a son suspect favori. C'est un autre parasite, un champignon microscopique, Nosema ceranae. Il infecte le système digestif de l'abeille et se transmet par des spores qui sont très résistants. Ce sont ces petits ronds qui ont l'air innocents, de vrais poisons pour l'abeille domestique. Lors des 2 dernières années, nous avons eu des pertes exceptionnellement élevées au Canada et aux États-Unis. Ce n'est pas une coïncidence si, dans le même temps, on a détecté ce nouveau parasite, Nosema ceranae. Par ailleurs, lors des dernières années, nous savons que nos moyens de contrôle des varroas sont devenus moins efficaces. Au bout du compte, les niveaux très élevés d'infection par les varroas et par les Nosema sont des faits tangibles qui sont probablement reliés à ces pertes. Steve Purnell travaille sur une méthode de contrôle chimique du Nosema ceranae. Les résultats préliminaires sont très encourageants. Les tests en champ sont positifs. Le chercheur en est à déterminer les périodes d'application du traitement, de manière à ce qu'il n'y ait aucun résidu dans le miel. Question, bien entendu, de protéger le consommateur. En Europe, autre son de cloche. On a d'autres suspects en vue, les pesticides utilisés en agriculture. En particulier un produit nommé Admire ou Gaucho de la classe des néocotinoïdes. Les abeilles vont faire comme avec le Gaucho, le régent. Elles vont crever, puis c'est tout. Les apiculteurs français et allemands ont obtenu que leur gouvernement applique le principe de précaution. Ils ont donc interdit l'utilisation de ces pesticides sur certaines productions végétales. Le déclin est-il enrayé? Malheureusement, cela n'a rien changé pour le moment. Pauvres abeilles, assaillies de maladies, toujours vaillantes, mais décimées. Une solution possible, toute simple, mériterait d'être explorée. Georges Martin s'est posé la question suivante. Si on fournit des suppléments alimentaires aux abeilles, est-ce que cela aura un impact positif sur leur santé et leur productivité? Les résultats de ma recherche ont démontré que les colonies qui recevaient des suppléments protéiques à la fin de l'été sont ressorties de l'hivernage ce printemps-ci avec environ 4 000 abeilles de plus sur 20 000 abeilles pour une colonie, une bonne colonie si on veut. Donc un gain de 20 %, c'est important. Oui, ça c'est une force de travail que les autruches n'ont pas, fait qu'elles vont pouvoir commencer à élever
plus de nouvelles larves d'abeilles beaucoup plus rapidement, puis aller chercher de la nourriture aussi plus rapidement. Plus d'abeilles et moins de maladies, juste en leur donnant des suppléments protéiniques au bon moment. Voilà une piste prometteuse. En somme, face au syndrome de l'effondrement des colonies, 2 ans plus tard, tous les indices pointent vers une combinaison de causes. Pour beaucoup, c'est l'occasion d'une remise en question de l'industrialisation des élevages. Ceux-ci atteignent aujourd'hui des tailles colossales. Les ruches, louées pour la pollinisation, voyagent tout le temps. On en demande peut-être trop aux abeilles. Les colonies d'abeilles en Amérique du Nord et en Europe font face à beaucoup plus de stress, beaucoup plus de maladies, beaucoup plus de parasites introduits qu'une génération auparavant. Je veux dire, une génération d'apiculteurs. Et cela devient plus complexe de gérer ces situations. Mon inquiétude, c'est que les apiculteurs perdent la capacité de gérer les problèmes et qu'ailleurs, il n'y ait plus assez de colonies qui survivent. Tout cela pourrait conduire à un déclin du nombre de colonies d'abeilles disponibles commercialement pour la pollinisation. La crise est peut-être beaucoup plus profonde que l'on pense. Les abeilles sauvages, des milliers d'espèces, sont aussi en déclin. Et aucun de ces insectes ne peut remplacer notre abeille domestique. Elle est la seule à vivre en des colonies aussi ordonnées, aussi productives. Elle est irremplaçable pour la pollinisation des plantes à fleurs cultivées. On n'a pas le choix. Il faut sauver Apis mellifera. Dans l'Arctique, cet été encore, l'impensable est arrivé. 2 plateaux de glace se sont détachés de l'île d'Ellesmere, pourtant située à tout juste 800 km du pôle Nord. Au mois de juillet, le plateau de glace Surson a perdu 60% de sa superficie, soit 122 km². Au mois d'août, c'était au tour du plateau de glace Markham de larguer les amarres. Depuis, cette immense masse de 55 km² s'est mise à dériver dans l'océan Arctique. Ces gigantesques morceaux de glace ont été formés par l'accumulation de la neige, de la glace de mer et de celle des glaciers continentaux sur une période de 4500 ans. Massive, elle présente une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres. La glace qui les constitue est d'une dureté remarquable. Pourtant, ces plateaux de glace ne peuvent plus résister à la hausse de la température. Au début du 20e siècle, le nord de l'île d'Ellesmere était couvert par un énorme plateau de glace qui s'étendait le long de sa côte sur une distance de 500 km. Un siècle plus tard, 90% de cette glace est disparue. Après la dislocation des plateaux de glace Surson et Markham, il n'en reste plus que 4 dans le Grand Nord canadien. Et encore sont-ils fragiles. Au retour, Phénix, le récit d'une mission sur Mars. C'est juste que ça sert à rien. Tu dis ça juste parce que l'école vient de recommencer puis t'es stressé. Tu fais? Voyons! Les parents, Voyons, qu'est-ce qu'il fait? lundi 19h30 Voyons, allez! Le baril à la porte! à Radio-Canada. Le prochain Tous pour un s'intéresse aux inventions. Les grandes et petites inventions qui ont changé nos vies. Soyez là pour appuyer nos concurrents. On ne sait jamais quand ils feront un appel à tous. Tous pour un, mercredi 21h à Radio-Canada. Ne laissez pas filer les économies. Saviez-vous qu'une laveuse homologuée Energy Star consomme jusqu'à 50% moins d'énergie et de 35 à 50% moins d'eau qu'un appareil conforme à la norme minimale? De plus, à son achat, vous obtiendrez une remise de 50 $. Visitez hydroquebec.com/résidentiel. C'est ça! C'est le gros événement Volkswagen. Des offres ridicules comme la Golf City à 168 $ par mois, 0 dépôt de sécurité, 0 première mensualité. Le
Le gros événement Volkswagen se poursuit. Des offres ridicules comme la Golf City à 168 $ par mois. Des événements aussi importants, on n'en fait pas souvent. Et ça paraît. Grâce aux experts des services internationaux de la Banque nationale, les plus nombreux au Québec, Jacques et Philippe ont décroché un important contrat en Chine d'une valeur de plus de 100 000 $. Pardon? Pas 100 000. 1 million. 1 million? 1 million de dollars? 1 million, quel talent! Mais vous vous rendez compte? Oui, on commence. Avec la Banque nationale, Jacques et Philippe partent à la conquête d'un continent, d'un monde. Ne laissez pas filer les économies. Saviez-vous qu'un réfrigérateur homologué Energy Star consomme au moins 15 % moins d'énergie qu'un appareil conforme à la norme minimale? De plus, à son achat, vous obtiendrez une remise de 50 $. Visitez hydroquebec.com/résidentiel. Salut, maman! C'est quoi ça? J'ai fait ta valise. Ben là, maman, je vais la faire, ma chambre. Ta frère revenant. On s'en va au Mexique! C'est le concours Vacances Surprises chez Bro et Martino. À gagner là les 100 voyages au Mexique. De plus, nous payons la TPS et la TVQ ou payant 24 versements sans intérêt. Cette télé 40 pouces ACL est à 1099 $. Cet ensemble cinéma maison, 1599. Bro et Martino, on s'occupe de vous. Au Québec, un adulte sur 6 a de graves problèmes de lecture. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose. Si vous avez de la difficulté à lire, appelez-nous. Nous aidons des milliers de gens à réaliser qu'il n'est jamais trop tard et qu'ils sont capables d'apprendre. Ne nous privez pas de vos talents. Nous avons besoin de vous. La ligne Info Alpha, 1-800-361-9142. Étude de l'indice de satisfaction Ford. Comparons le Edge à un véhicule multisegment d'une autre marque populaire. Oh, wow! Belle voiture! Conclusion, le Ford Edge est plus sexy. Vous avez une inclination pour la puissance et le raffinement? Profitez du Edge pour seulement 398 $ par mois à la location, 418 à l'achat. Participez à cette grande étude chez votre concessionnaire Ford. L'union fait la force, du lundi au vendredi, 17h30. La sonde Phoenix, qui s'est posée sur Mars il y a quelques semaines, a fait une découverte fondamentale. Si les scientifiques soupçonnaient fortement qu'il y avait de l'eau sous la surface de la planète rouge, Phoenix vient de le prouver irrémédiablement. C'est important parce que la NASA suit la piste de l'eau, dans l'espoir de trouver des traces de vie anciennes ou actuelles. Voici le récit de cette mission historique. Phoenix now 1 minute past the entry point. We still have a signal by 25 mai 2008. Centre de contrôle de JPL en Californie. Standing by for Phoenix transition to 8K. Les ingénieurs de la NASA se croisent les doigts. Depuis 9 mois, Phoenix voyage vers la planète voisine de la Terre, Mars. Elle a parcouru 680 millions de kilomètres. Mais le plus difficile est à venir. Atmospheric entry on my mark. Tout se joue à l'atterrissage. Standing by for expected parachute deployment and Phoenix switch to 32K. À 18h50, le signal de son atterrissage parvient à la Terre. C'est l'euphorie. Alain Bérinstain est directeur du programme d'exploration planétaire et d'astronomie spatiale à l'Agence spatiale canadienne à Saint-Hubert. Le soir du 25 mai, il est en Californie. Il assiste en direct à l'événement. Pour moi, ce qui m'étonne le plus, c'est la précision. C'est qu'on puisse prévoir des mois d'avance, la seconde de près que la sonde va atterrir sur Mars, qui est à des millions de kilomètres. Ça, je trouve ça incroyable, qu'on puisse faire ça. Pour la première fois dans la conquête de Mars, une sonde se pose près de la calotte polaire. Phoenix est là pour sonder la glace, juste en dessous de cette fine couche de sol. Question de savoir si elle contient de l'eau. C'est l'orbiteur Odyssey en 2002 qui a révélé le premier la présence d'eau sur Mars, en découvrant à la surface des pôles en bleu foncé des masses d'hydrogène,
un constituant majeur de la molécule d'eau. Pour confirmer cette découverte, la NASA a maintenant besoin d'une preuve tangible. C'est la principale mission de Phoenix. Toucher, sentir et goûter cette glace pour savoir si elle est composée d'eau. Pour ce faire, Phoenix compte sur une série d'instruments. En plus de ses caméras, de la sonde météo canadienne et de son bras articulé. Les premières images transmises par Phoenix montrent clairement des polygones au sol. Des polygones comparables à ceux des régions arctiques, sur Terre. Un phénomène lié à l'action du gel et du dégel. Mais la plus grande surprise va venir de la caméra placée sous la sonde. En atterrissant, les rétrofusées ont soufflé le sol rougeâtre, découvrant ainsi une masse blanche. Et on voit du blanc. C'est quoi ce blanc-là? Est-ce que ça pourrait être de la glace? Et on vit ça d'une façon incroyable. Comme scientifique, on ne veut pas nécessairement présumer le résultat, mais on espère qu'on a pu bien choisir le site. D'ailleurs, les premières pelletées ne seront pas une sinécure. On s'attendait à une glace très dure et à un sol sec et poudreux. Erreur. Le sol martien est collant. Les ingénieurs avaient tout prévu, sauf ça. Et là, on a des grumeaux et ça colle. Comment est-ce qu'on va les rentrer dans l'instrumentation? Alors, première grosse surprise, qu'est-ce qu'on va faire pour séparer ces matériaux-là? Et pourquoi est-ce qu'ils sont collés ensemble? On ne comprend pas 100% encore pourquoi. Les ingénieurs remarquent aussi que la glace blanche, désormais exposée au soleil après le creusage, disparaît en 3 ou 4 jours, comme évaporée. Est-ce que cela pourrait être de l'eau? Après une trentaine de jours d'essais et de commandes à distance, on finit par livrer des échantillons de sol aux instruments de mesure. Ce four miniature, pas plus gros qu'une cartouche d'encre, va chauffer les minuscules échantillons pour connaître leur composition. On met un échantillon inconnu dans l'instrumentation. Qu'est-ce qui sort? La même signature d'eau qu'il y avait sur la Terre. Alors, c'est une conclusion très ferme qu'on peut faire qu'en fait, il y a de l'eau de glace sur Mars, là où on a atterri. Avec cette expérience-là, on a confirmé la présence d'eau sur Mars. La présence de l'eau ne confirme pas la présence de vie, dans le passé ou aujourd'hui, ça c'est clair. Par contre, de ce qu'on comprend de la vie ne peut pas exister sans eau. Évidemment, l'eau sur Mars n'est pas liquide. Il fait trop froid et la pression atmosphérique est trop faible. Pour l'instant, on n'a toujours pas de traces de matière organique sur Mars, du moins à la surface du sol. Par contre, les analyses chimiques du sol montrent qu'il est plutôt alcalin et qu'il contient des éléments minéraux semblables à ceux sur Terre. Mais la plus grande surprise a été de trouver sur Mars du perchlorate, une substance fortement oxydante qu'on trouve aussi sur Terre. Le perchlorate, c'est un matériel que, sous certaines conditions, est nocif à la vie et sous d'autres conditions, en fait, est une source d'énergie pour certaines formes de bactéries. Et en fait, il y a certaines plantes qui concentrent le perchlorate et il y a une sorte de symbiose entre la plante et les bactéries qui les soutiennent. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bon pour la vie ou contre la vie, mais c'est intéressant que le perchlorate existe. Parallèlement, la sonde météo canadienne documente l'été polaire martien. Un été étonnamment stable et ensoleillé, avec des températures oscillant entre moins 30 et moins 79 degrés Celsius. À l'aide des informations colligées par le lidar, ce radar à faisceau laser, on peut observer le déplacement des nuages de poussière jusqu'à 20 km d'altitude. On pourra en décoder la composition, mais aussi décrire les échanges entre l'atmosphère et le sol martien, surtout durant les changements de saison. Un prolongement de la mission nous approche à l'hiver martien, parce que là, on est en plein été. De pouvoir prendre ces changements-là météorologiques avec notre instrument canadien, ça nous donne des données vraiment très importantes pour qu'on puisse régénérer des modèles de l'atmosphère martienne. Bientôt, la nuit polaire martienne va s'installer. La sonde ne pourra plus compter sur l'énergie du Soleil pour recharger ses piles. Phoenix va s'endormir
pour toujours. Ce qui va demeurer, par contre, ce sont toutes les données acheminées vers la Terre durant les missions. Des données indispensables pour les missions futures. On a peut-être des générations de scientifiques qui vont suivre, qui vont pouvoir utiliser ces données-là pour apprendre, pour continuer l'exploration planétaire et pour pouvoir même inspirer des gens pour pouvoir continuer ce programme-là dans l'avenir. Pour moi, le succès de cette mission-là, c'est l'histoire humaine autour de ça. Il y a 100 000 ans, il y avait des kilomètres de glace au-dessus de ce qui est aujourd'hui le Canada. Puis, le temps s'est réchauffé et cette formidable calotte glaciaire a fondu. Quand est-ce que la grande fonte a commencé exactement? Jusqu'à récemment, les scientifiques ne s'entendaient pas sur la chronologie des événements. Mais maintenant, ils ont des réponses. Au Canada, on a toujours cru que les glaces s'étaient retirées du sud du Québec il y a 15 000 ans. Mais de l'autre côté de la frontière, les chercheurs américains affirment que cette déglaciation s'est produite il y a plutôt 13 000 ans. 2000 ans de différence. Pour résoudre cette énigme, Pierre Richard de l'Université de Montréal a mis à contribution l'un des plus vieux lacs du Québec, le lac Hertel, au sommet du Mont-Saint-Hilaire. Le lac Hertel est unique par sa position sur une colline montérégienne. Alors, c'est un lac perché et de ce fait, de son altitude, pour la région de Montréal, c'est un des lacs qui a été libéré des glaces le plus tôt. Il a pu enregistrer une histoire presque la plus complète pour le Québec. En plein hiver, au-dessus de la zone la plus profonde, son équipe a percé la glace et prélevé des carottes de sédiments. Le véritable travail de détective débute ensuite au laboratoire. L'équipe analyse les grains de pollen enfermés dans les sédiments pour dater l'apparition de chaque espèce végétale sur le Mont-Saint-Hilaire. Ici, on voit du pin blanc. Là, de l'épinette noire. Ça, c'est du hêtre. En datant les fragments de feuilles, les bouts de graines qu'on trouvait dans les sédiments marins, ceci nous a permis de corriger une grossière erreur de l'ordre de 2000 ans, presque 2000 ans, et de déterminer que la déglaciation du mont s'était produite quelques 2000 ans plus tard que ce qu'on croyait, et que l'envahissement de la mer de Champlain, juste après cette déglaciation, s'était aussi produit 2000 ans plus tard. Donc, c'est bien il y a 13 250 ans que la toundra apparaît. Il y a 11 000 ans, ce sont les populations d'épinettes qui commencent à couvrir le mont. Puis, 1000 ans plus tard, les sapins s'établissent. L'érablière, encore présente aujourd'hui, apparaît il y a 8500 ans. En plus de corriger les erreurs du passé, les travaux de Pierre Richard permettent de mieux prévoir ce qui nous attend dans les années à venir. Lorsqu'on peut déterminer l'histoire de la végétation, comment elle a évolué en fonction des changements du climat, ceci nous donne de précieuses clés pour prévoir quelle sera la réaction de la végétation avec les changements futurs, les changements climatiques. Tout cela grâce à un joyau dans un écrin de verdure. Un lac unique dont les eaux contiennent autant le passé que le futur du Québec. Au retour, nos adolescents manquent de sommeil. Et on va faire la matière. Véronique Cloutier est tombée dans le showbiz quand elle était petite. Ses expériences nombreuses, Bonsoir dans la salle, bienvenue et merci d'être là. son talent incontestable, mais surtout son amour de la télé font de Véro une animatrice de rêve pour l'événement télé de l'année. Venez célébrer avec moi la grande fête de la télévision. Véronique Cloutier anime les 23e prix Gémeaux. Ce soir, 19h30. Manquez pas ça. À Radio-Canada.
BioBest Vitalité d'Astro. Le seul yogourt avec Tréactive Plus. Avec ses 3 cultures probiotiques différentes, auxquelles on a ajouté des fibres prébiotiques. En plus de vrais fruits délicieux, on peut dire qu'il y a quelque chose de plus dans chaque BioBest Vitalité d'Astro. Se sentir bien, c'est être actif et bien se nourrir. Visitez yogourtbiobest.ca pour en savoir plus. Pour cette magnifique guitare de collection, les enchères commenceront à 10 000 $. 10, qui dit moins? Nous avons 9 000, qui dit moins? Nous avons 8, nous avons 7, 6 000, qui dit moins? 500. Oh, nous avons 500 $. Qui dit moins? 100 $. Et 20 à ma droite, qui dit moins? Qui dit 5? Quelqu'un dit 5? Nous avons 5. Personne ne dit moins? 5 une fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé, vendu au monsieur à la chemise bleue. Si la vie était comme ça, on n'aurait pas besoin d'une carte Visa. Pour la vraie vie, il y a Visa. Ah, mon Dieu, vous êtes là? Ça tombe bien, parce qu'encore cette année, vous devez choisir les interprètes de l'année au Gala de la Disque. Parmi Isabelle, Marie-Mé, Marie-Hélène, Laurence, Ariane, Pierre, Vincent, Daniel, Nicolas et Grégory. À gagner, un voyage à Paris ou une des 25 soirées inoubliables au 30e Gala de la Disque au Centre Bell. Pour participer, remplissez les bulletins de vote dans votre quotidien et dans les rôtisseries Saint-Hubert et Saint-Hubert Express. On se revoit le 2 novembre. Oui, toi aussi. Il y a de la place pour toi. Étude de l'indice de satisfaction Ford. Comparons le Escape à un véhicule d'une autre marque populaire. Observons de plus près l'état d'esprit de notre sujet. Notez l'absence quasi totale de soucis, fruit du confort et des équipements de sécurité exclusifs au Escape. Pour rechercher la tranquillité d'esprit, prenez place à bord du Ford Escape pour seulement 349 $ par mois la location, 369 à l'achat. Participez à cette grande étude chez votre concessionnaire Ford. Bonjour la gang! La semaine prochaine, on s'en va jouer au Tropica Loca Resort. Hein? Pas sûr, on aimerait bien aller au Siesta Loca Resort. Parce que Michel de Sainte-Adèle dit que les femmes de chambre font un signe avec les serviettes. Puis Réal de Laval, il dit qu'il y a un buffet avec des ailes de poulet épicées. Ben ouais, ils sont meilleurs, genre. Lis les comptes rendus des voyageurs à Expedia.ca. Les fans, ils connaissent ça, tu sais. Le compte-rendu des voyageurs, une autre raison pour laquelle Expedia.ca est le meilleur endroit pour réserver un voyage. Expedia.ca, votre voyage à votre goût. L'Auberge du Chien Noir, c'est lundi, 20h. Durant l'année scolaire, beaucoup d'adolescents manquent de sommeil. Ils se couchent trop tard et doivent se lever tôt. Pourtant, un plus grand nombre d'heures de sommeil est essentiel pour assurer leur réussite scolaire. C'est qu'à la puberté, l'horloge biologique des adolescents subit des changements importants. Les jeunes de l'Orchestre symphonique de l'École Joseph-François Perrault de Montréal préparent leur concert de fin d'année. Ces adolescents ont acquis une maîtrise de leur instrument à force d'entraînement répété. Mais pour bien intégrer ces apprentissages, ils ont aussi eu besoin d'un allié indispensable qu'ils négligent trop souvent, le sommeil. 3, 4, 1. À 16 ans, ils ont un horaire très chargé. Études, musique, sport, travail de fin de semaine et vie sociale active. Il reste peu de temps pour dormir. Ce matin, on va faire une petite révision de... Les revoici au début d'un cours de chimie, un mercredi matin du mois de mai dernier. Il est 8h30. Certains sont bien réveillés, d'autres vont trouver la journée plus longue. Emmanuel. Ouais, c'est pas gentil. Combien d'heures t'as dormi cette nuit? 6, 5. Tu t'es couché à quelle heure? Minuit. Tu t'es levé à quelle heure? 6h30, 7. Pourquoi tu te couches si tard? J'avais du soccer hier jusqu'à 11h30, puis après, il fallait que je retourne chez moi, puis que je me lave.
Ben, les répètes, moi, c'est intensif, là. Le lundi, le mardi, mercredi, je serai ici jusqu'à 9 h. Puis, temps de pratique, les cours, le vendredi soir, j'ai un cours de violon en plus. Puis, la fin de semaine, ben, je fais mes travaux, donc ben, c'est ça, c'est pas mal serré, là, le temps. Quand on devient adolescent, la fenêtre d'opportunité du sommeil est décalée. On se couche de plus en plus tard et on se lèverait de plus en plus tard pour avoir le 9h30 de temps total de sommeil auquel on devrait s'attendre. Or, il faut prendre l'autobus, il faut se rendre à l'école, aller travailler, répondre aux exigences socio-économiques, culturelles, etc. Et donc, on doit se lever plus tôt. Les adolescents perdent environ 1h30, 1h03, peut-être même parfois 2 heures, dans le cas des plus longs dormeurs, de sommeil par nuit. Et ce sommeil-là n'est jamais récupéré totalement. Par exemple, les réveils sont associés à des apnées du sommeil. Cette personne-là dort profondément. Roger Godbout est responsable du laboratoire du sommeil de l'hôpital Rivière-des-Prairies. Son enquête sur les adolescents et le sommeil démontre que 60 des adolescents se disent fatigués le jour. 15 rapportent même s'être endormis en classe. Les adolescents sont en privation chronique de sommeil et il n'est pas le seul à le constater. Le OH- qu'il y a là-dedans neutralise le H+. D'après une étude ontarienne réalisée en 2006 auprès de 3000 jeunes du secondaire, 70 d'entre eux ne dorment pas assez. Mais c'est plutôt en longue durée que tu commences à t'épuiser. Sur le coup, tu peux quand même genre dormir 5-6 heures pendant comme une semaine, mais quand c'est rendu vendredi, t'es vraiment plus capable. Puis j'arrive des fois chez nous, puis je fais des siestes, mais je m'endors le reste là, de la soirée. Je trouve personnellement que le sommeil, c'est plus une sorte d'obligation. Parce que je sais pas vraiment comment dire, là, mais je trouve que c'est une perte de temps dormir. Là. On a l'impression qu'on perd notre temps parce qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe. Mais pendant le sommeil, il y a la régénération des tissus. Il y a la sécrétion d'hormones de croissance, la lutte immunitaire, la mise en mémoire du matériel qu'on a appris, toutes les fonctions d'apprentissage, le rêve qui se produit pendant le sommeil. Ce sont des choses qui sont toutes essentielles pour notre bonne adaptation à l'environnement, autant que de se nourrir puis de faire d'exercice. Alors, est-ce qu'on peut penser que la perte de sommeil chronique chez les adolescents est sans conséquence? Peut-être pas non plus, parce que cette perte de sommeil chronique-là est associée également à de l'angoisse, de l'anxiété, du stress, une qualité de vie qui n'est pas toujours optimale. Tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on n'a peut-être pas une santé qui est optimale. Moi, je me couche à 10 heures à chaque jour de semaine, puis je me lève à 7h30 à peu près. Fait que j'ai assez de sommeil, puis je suis bien heureux, contrairement à pas mal d'autres qui disent qu'ils dorment pas assez. Puis je réussis quand même à faire des siestes le samedi après-midi des fois ou pendant les cours. Les adolescents ont besoin de 9 heures à 9h30 de sommeil. Moins que les enfants qui ont besoin de 10h30, mais plus que les adultes qui dorment entre 7h30 et 8 heures. Mais l'adolescent n'est souvent pas prêt à se coucher avant 11 heures le soir, et ce n'est pas seulement à cause de ses nombreuses activités. Il y a aussi une raison physiologique à cela. Logé profondément dans le cerveau, l'hypothalamus est le foyer de l'horloge biologique. Cette région reçoit l'information lumineuse et informe le cerveau de l'état de l'environnement. Elle indique le moment de dormir en déclenchant la production de l'hormone du sommeil, la mélatonine. Chez l'adolescent, ce moment est décalé. Il se déclenche plus tard dans la soirée que chez l'adulte et l'enfant. Et lors de l'adolescence, l'horloge indique de se coucher plus tard et de se lever plus tard. Les obligations socio-économiques, scolaires, etc. font en sorte que l'adolescent doit se lever tôt. L'horloge lui propose de se coucher tard. Il y a donc un manque à gagner là, en banque de sommeil. Et le signe qui nous montre ça, c'est que le pic de sécrétion de l'hormone mélatonine est reporté chez les adolescents et marque même le moment du début de la puberté. Ce manque de sommeil a des effets directs sur l'apprentissage. Chaque nuit, 2 types de sommeil se répètent toutes les 90 minutes. Sommeil lent, sommeil paradoxal. Au début de la nuit, on retrouve une plus grande concentration de sommeil lent, pendant lequel le cerveau se repose et le corps procède à sa restauration. En fin de nuit, le sommeil paradoxal est plus important et permet la mise en mémoire de ce qu'on a appris durant la journée. Il joue donc un rôle essentiel dans l'acquisition des connaissances. Ce que le sommeil paradoxal fait, il va traiter
hors ligne l'information qu'on a acquise pendant la journée. C'est-à-dire que pendant la journée, on peut apprendre des choses, on peut retenir des choses et les déposer en mémoire à long terme, bien sûr. Mais quand on a un surcroît d'informations à traiter, cette information-là va se trouver être rejouée pendant le sommeil paradoxal et même qu'elle sera synthétisée, un peu comme zipper ou comprimer un fichier, être déposée en mémoire à long terme sous forme de protéines, ce qui pourrait être réactivé lorsque le besoin se manifestera. Est-ce que c'est acide ou basique? Au Minnesota, une expérience menée il y a 10 ans a démontré qu'en reportant d'1 heure le début des classes, l'absentéisme baissait et les notes des élèves augmentaient. Depuis, des dizaines de districts scolaires américains ont emboîté le pas. À défaut d'instaurer ce genre de mesures au Québec, comment peut-on aider les jeunes à améliorer leurs habitudes de sommeil? Je sais pas vraiment pourquoi, là, mais le soir avant de me coucher, on dirait qu'il y a plein de choses à faire qui sont plus intéressantes que de dormir. Là. En plus de ça, je trouve que maintenant, avec l'ordinateur, la télé puis les cellulaires, ben, c'est aussi quelque chose qui dérange notre sommeil en réalité. Parce que des fois, on dort, ça sonne, ou sinon, on est jusqu'à tard, et on essaie de faire nos travaux. Tout ça, c'est pas facile. L'ordinateur, la télévision, le téléphone, la caféine maintiennent le système d'éveil en alerte. Pour favoriser l'endormissement, la chambre doit être un lieu de calme où le sommeil peut venir s'installer sans contrainte. Les téléphones, à partir d'une certaine heure, fini, pour pouvoir aménager ce 30 minutes, ce 45 minutes-là de calme, de recueillement, de tranquillité. Rien de conflictuel. Il ne faut pas non plus, comme parent, aller dire à l'adolescent qui se prépare à se coucher, « T'as pas gratté l'entrée, t'as pas fait tes devoirs, t'as pas aidé ta petite sœur. » Gardez ça pour un autre moment parce qu'il y a un 30 minutes, un 45 minutes qu'on peut se garder. Comme les animaux se préparent à un nid un peu. Les grands singes le font, les chiens, les chats le font, trouvent leur endroit préféré, réaménagent l'environnement. On devrait pouvoir faire la même chose. Pour les aider à découvrir leurs besoins en sommeil, Roger Godbout propose aussi aux jeunes de tenir un journal de bord où ils consigneront leurs heures de sommeil. De se dire de combien de sommeil j'ai besoin, moi. Quand je regarde les fins de semaine et que j'ai été reposé pendant la semaine, en vacances, après 2 semaines de vacances, par exemple, combien de temps je dors? 9 heures, 9h30, 10 heures? Bon, bien, je devrais m'imposer d'avoir 9 heures, 9h30 de sommeil pendant l'année scolaire. Peut-être un petit peu moins, on peut s'imaginer que ça peut être un peu moins que pendant les vacances, mais de rapprocher un peu plus la durée de sommeil de l'idéal qu'on a pu constater pendant les vacances. Et là, d'organiser ces activités en fonction de ça. Les gens devraient plus dormir, d'après moi, parce que ça fait du bien, puis c'est bien le fun. Ça empêche d'être stressé, puis on devrait tous vivre comme ça, d'après moi. Le grand moment est enfin arrivé pour les jeunes de l'Orchestre symphonique de l'École Joseph-François Perrault. C'est ce soir qu'ils donnent leur concert bénéfice avant de partir pour une tournée en Europe. Leur défi est maintenant de retrouver cette même harmonie en dehors des concerts, d'accorder leurs besoins en sommeil avec la joie de vivre pleinement leur vie. Au retour, le cannabis et la dépression, un aperçu. Et là, t'as des malaises depuis 2 mois, puis t'es pas allé voir quelqu'un. Au sérieux? J'ai peur. On a une maladie génétique dans la famille, très rare, mais là, j'ai un oncle que ça, j'ai une petite cousine, ça commence comme ça. Ça commence par des courbatures. Puis ça finit comment? Virginie, lundi 19h à Radio-Canada. C'est juste que ça sert à rien. C'est juste parce que l'école vient de recommencer puis t'es stressé. Voyons! Les parents, Voyons, qu'est-ce qu'il fait? lundi 19h30 Voyons, allez! Le baril à part! à Radio-Canada. On devient vite habitué aux sensations fortes quand on conduit une Accent de Hyundai. Voici la sportive Accent L 3 portes à 9 995 $ et la fougueuse Accent L 4 portes à 10 695 $.
Les enfants adorent la grubule, ce petit rongeur qui habite le village de Toc Toc Toc. La toute nouvelle peluche est maintenant offerte à la boutique Radio-Canada. Procurez-vous dès aujourd'hui la peluche de la grubule à l'adresse boutiqueradio-canada.ca. Le nouveau Bistrot Express entrée d'Uncle Ben's. Des morceaux de poitrine de poulet assaisonnés, du riz et des légumes. Mettez-y du riz. Qui dit que vous ne pouvez pas utiliser vos points de voyage pour réserver comme bon vous semble? Grâce à la nouvelle carte Visa TD Classe Ultime Voyage, vous pouvez utiliser vos points TD pour profiter des ventes de sièges directement auprès de n'importe quelle compagnie aérienne, réserver auprès de l'agent de voyage de votre choix ou sur le site web de n'importe quelle agence de voyage. Réservez comme bon vous semble avec la nouvelle carte Visa TD Classe Ultime Voyage. Plus de gens ont choisi la ZIC-MD que toute autre clinique pour la correction de la vue au laser. Pour pratiquer les sports, ou bien encore mieux au travail, ne plus avoir besoin de lunettes ou de verres de contact, je pense que c'est une grande liberté que la plupart des gens devraient pouvoir en profiter. On utilise des technologies les plus avancées pour donner les meilleurs résultats possibles à nos patients. Mais je pense que c'est important que le prix soit abordable pour que les patients puissent jouir d'une chirurgie qui peut changer complètement leur vie. La ZIC-MD. L'excellence à votre portée. Qu'est-ce que tu fais? Ta valise? Voyons, chérie, je vais la poser, ta tablette. Ah, on en reparlera. Mais devant un pina colada, parce que là, on s'en va au Mexique! C'est le concours Vacances Surprises chez Bro et Martino. À gagner là les 100 voyages au Mexique. De plus, nous payons la TPS et la TVQ ou vous payez en 50 versements sans intérêt. Obtenez ce mobilier de chambre à 699 $ ou ce sectionnel à 1149 $. Bro et Martino, on s'occupe de vous. Vous aviez en tête de le changer depuis longtemps, mais vous attendiez le bon moment. C'est le temps ou jamais d'en profiter. De Collingwood, une aventure au grand air et sous terre. Autrefois sous-marine et vieille de millions d'années, ces grottes ne sont qu'une partie de ce qui vous attend ici. Vivez aussi l'ivresse des hauteurs en marchant d'arbre en arbre, suspendu à un câble. Collingwood est la destination familiale par excellence pour profiter de la nature et du grand air au milieu de paysages à couper le souffle. Et en parlant de beauté, à quelques minutes de Collingwood, voici Wasaga Beach, la plus grande plage d'eau douce au monde. L'endroit idéal pour prendre un bain de soleil en famille. Il n'y a pas à dire. En Ontario, il y a tant à découvrir. C'est quelque chose, hein? Combien? 5 millions. Est-ce que c'est ça en bleu? Non. Et celle-là? Ouais. Ouais? Il y a un demi-siècle d'innovation dans chaque Honda. Et maintenant, obtenez 0,9% de financement à l'achat sur 36 mois sur certains modèles. Profitez de l'événement Formule gagnante de Honda. Vite! Préparez-vous. Car cette semaine, dans tous les Tanguay électroniques, procurez-vous cette caméra Lumix de Panasonic 10 mégapixels pour 249 $ et gratuitement, vous obtenez l'étui de transport et la carte mémoire 2 GB dans tous les Tanguay électroniques. Le Sieur de la Violette célèbre son 20e anniversaire. Savourez les mets du buffet du Sieur de la Violette, servi à volonté tous les jours, midi et soir, et courez la chance de gagner l'un des 20 prix offerts, dont un voyage en Grèce pour 2 personnes et un forfait à New York en autocar de luxe. Jusqu'au 19 juin, vous recevrez un coupon de participation à chacun de vos repas au Sieur de la Violette. Faites-vous plaisir, fêtez le 20e anniversaire du Sieur de la Violette en dégustant vos mets préférés parmi les 150 plats offerts. Mon Sieur, ça fait 20 ans que je l'aime. Chez Tanguay électronique, pour toutes les options cinéma maison. À l'achat de ce plasma 42 pouces Samsung payable en 24 versements de 50 $, vous obtenez cette chaîne cinéma maison à 50% de rabais pour 199 $ dans tous les Tanguay électroniques. Un peu d'histoire maintenant. Les tout premiers supermarchés sont apparus aux États-Unis dans les années 1920.
À l'époque, on aménageait très sommairement de vieilles granges, des usines ou des patinoires désaffectées. Ce qu'on voulait, c'était offrir aux gens des denrées alimentaires bon marché, jusqu'à 50 % moins cher que dans les petites épiceries. On dit que le premier vrai supermarché, beaucoup mieux aménagé, là, avec des étagères, a été ouvert dans l'État de New York en 1930 et dans les années 50, le concept a envahi la planète. Résultat, il a fait disparaître beaucoup de petites épiceries et des marchés publics. Aujourd'hui, personne ne réclame la mort des supermarchés, pas question de revenir en arrière, mais de plus en plus de gens souhaitent qu'il y ait davantage de marchés publics. Un reportage de Jean-Robert Fauché. Un marché public, c'est un ensemble de plusieurs producteurs ou revendeurs qui vont être installés ensemble, qui vont avoir une amitié. C'est comme une grande famille. Il n'y a pas aucun commerce privé qui peut arriver avec ça. Et le produit est cueilli ce matin et arrive sur la table là. Alors ça non plus, ils ne peuvent pas y arriver. L'important quand on vient au marché, pour moi, c'est sentir les fruits, les regarder, y toucher, et c'est le contact humain. Dans un village, le marché public est devenu le perron de l'Église. C'est l'endroit où les gens se réconcilient, se parlent, se donnent des nouvelles. Merci beaucoup. Bonne journée. Ma définition des marchés publics, je regarde la signature qu'ils ont donnée, ça touche l'alimentation, ça touche la vente des Québécois. Le Québec compte 65 marchés publics, dont la plupart sont saisonniers. Il y en a une centaine en Colombie-Britannique et 117 en Ontario. On les appelle les Farmers Market. Le plus connu de ces grands marchés ontariens, c'est le marché Bay à Ottawa. Et c'est un phénomène plutôt marginal, car les marchés publics et les comptoirs de vente à la ferme ne représentent qu'un maigre 2 % des ventes de fruits et légumes frais au Canada. Les grandes chaînes et grandes surfaces s'approprient à elles seules 69 % de ce marché, contre 29 % pour les détaillants indépendants et les fruiteries. En Ontario, ça représente 650 millions. Mais depuis quelques années, les marchés publics sont en pleine croissance au Québec. Et André Filteau de l'Association des marchés publics québécois aimerait bien trouver l'argent nécessaire pour réaliser une étude d'impact économique. En attendant, il cite des données ontariennes où les Farmers Market représentent 650 millions de dollars par année, 8 000 emplois directs. L'autre affaire qui est très intéressante, c'est que pour chaque dollar qui est dépensé sur un marché public, ce dollar-là génère 2 autres dollars dans l'économie locale. Que ce soit le dollar que le producteur a reçu qui va dépenser localement puisqu'il est local, que ce soit les gens qui viennent au marché qui vont dépenser dans les commerces autour d'autres argents. Alors, le 650 millions des marchés publics, des Farmers Market, représente 3 fois plus. Oui, il représente environ 2 milliards de dollars de retombées économiques pour l'Ontario. Et de mettre ne serait-ce que 2 produits québécois dans leur panier d'épicerie, ça ferait l'augmentation d'1 % de l'emploi au Québec. Donc, on créerait 1800 emplois si on n'augmentait que d'1 % le contenu québécois dans notre panier d'épicerie en général. Tous les jours, nos cultivateurs apportent au marché ce qu'ils ont retiré de leurs terres. Alignés sur la place du marché, ils tiennent boutique à même leur camion. Les marchés publics au Québec remontent au début de la Nouvelle-France. À Québec, à la fin du 19e siècle, par exemple, il y avait place du marché rue Champlain, au pied du Cap Diamant, sous le premier édifice du château Frontenac. Et en Haute-Ville, l'actuelle place d'Youville s'appelait alors le marché Montcalm. Dans la boîte à images de l'Office national du film, voici l'atmosphère qui régnait dans les années 40 au cœur du Vieux-Montréal. Une époque qui fascine toujours l'historien Jacques Lacourcière. On a eu pendant très longtemps un marché sur la place Jacques-Cartier. Et par après, c'était le marché Bon Secours, qui est un marché couvert. Et là, il y avait des poules vivantes. On pouvait acheter, je ne sais pas, mais de la viande de venaison. Aujourd'hui, c'est à peu près impossible. Au marché, pas d'emballage compliqué. On peut tâter, sous-peser, regarder, examiner. On a tout son temps. Pourvu que le cultivateur vende ses produits, il est heureux.
Dans les années 60, les grandes épiceries ont bien failli faire disparaître les marchés publics. À Montréal, le marché Jean Talon a tenu bon grâce à son style européen et aux immigrants qui en ont fait l'un des marchés publics les plus fréquentés d'Amérique, avec 2 millions de visiteurs à chaque année. Momo, tu veux-tu une tomate? Liette Lauzon, maraîchère de Saint-Eustache, a fait le choix de vendre la totalité de ses légumes au marché public. Avant, on faisait une grande culture, des grandes superficies, puis on vendait à des grossistes. Puis ça nous plaisait pas parce que des fois, c'était eux qui décidaient le prix qu'ils voulaient payer. Tandis que là, maintenant, on a diminué la grandeur de superficie de notre terrain qu'on cultive, mais c'est nous qui allons, à notre façon, qui décident le prix qu'on veut vendre nos tomates, nos légumes. Ça, c'est 2 $, 4 $ ou 7 $? Au marché Jean Talon, où nous la retrouvons, Liette Lauzon a appris à adapter sa production maraîchère au goût des communautés qu'elle dessert. Quand on a commencé à vendre ici en détail, je ne vendais pas ça en gros une tomate italienne. La demande n'était pas là. On faisait que des tomates rondes. Puis là, on a adapté notre tomate italienne. Puis aujourd'hui, on vend beaucoup plus de tomates italiennes en quantité, en minot, que de boîtes de tomates rondes. Si les marchés publics au Québec sont si populaires, c'est parce qu'ils permettent aux clients d'avoir un contact direct avec les producteurs et de connaître la provenance des produits qu'ils achètent. Mais est-ce toujours le cas? Dans les grands marchés montréalais, un producteur sur 2 vend ses propres produits, mais il est aussi revendeur pour d'autres agriculteurs, comme le fait Liette Lauzon avec les produits agricoles de ses voisins. Moi, chez moi, j'ai 88 arpents, mais j'ai de la terre avec des roches. C'est une terre rocheuse. Je peux pas cultiver de l'oignon, de la carotte, tout ce qui est dans un légume dans le sol. Je peux pas le cultiver. Parce Attendez, mais j'en ai vu. Il y a trop de roches. C'est ça, j'en ai. C'est ça. Parce que ici, à la grandeur que j'ai de terrain, je peux pas mettre que des tomates, que des pommes, que des légumes qui viennent de chez moi. Alors, vous êtes revendeur? C'est en plein ça. Je suis revendeur, mais revendeur producteur, que je sais d'où il vient mon produit. Montréal, Québec, d'autres grandes villes ont bien saisi l'importance du boom des marchés publics. À Montréal, on a fait construire dans les années 30 les marchés Jean Talon et Atwater, qui ont été rénovés et bien entretenus par la suite. Et depuis quelques années, on compte aussi une bonne quinzaine de marchés de quartier très achalandés, comme c'est le cas ici, à la sortie du métro Mont-Royal. À Québec, la ville a remplacé dans les années 80 le vieux marché de la gare du Palais par un édifice de 2 millions de dollars dans le Vieux-Port. Mais un marché public, ce n'est pas uniquement une affaire d'infrastructure et de béton. Nous sommes ici à Val-David, dans les Laurentides, où les samedis matins, on tient un marché public pendant 4 heures. Une quarantaine de producteurs locaux font affaire directement avec les clients, qui, eux, proviennent d'une 50aine de localités différentes. Oh oui, tout le monde peut. Oh oui. Et ce n'est pas la pluie qui décourage Diane Séguin, l'instigatrice de cet événement depuis 5 ans. Wow, c'est beau ça, les madames? Elle doit continuellement convaincre qu'un tel événement est viable pour une communauté comme Val-David. On est comme des chevaux de trait, les organisateurs de marché, parce qu'il faut toujours performer. Il faut performer pour les producteurs, il faut qu'ils vendent. Il faut performer pour les clients, parce qu'il faut qu'il y ait du choix, la variété, que ça soit toujours de la qualité. Il faut performer pour notre municipalité, parce qu'il faut amener du monde. Il faut performer auprès des entreprises gouvernementales, parce que s'ils nous donnent 5 sous, il faut qu'on leur en donne 10, etc. Donc, on est toujours en situation de performance. Pourtant, ce n'est pas la performance qui manque. L'an dernier, les 14 journées de marché public à Val-David ont rapporté aux producteurs $1,5 million. Et même l'épicier du village y trouve son compte. Est-ce que c'est un événement qui vous rapporte à vous, même si c'est un concurrent? Oui, tout à fait. Par le nombre de personnes qui viennent ici, ça augmente le nombre de personnes qui dépensent chez moi. Donc oui, c'est un concurrent, mais un bon concurrent. L'appui du monde municipal est essentiel afin d'assurer l'avenir des marchés publics. Mais il faudrait aussi revoir les règles du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qui obligent les producteurs à avoir un permis de vente de leurs produits transformés pour chacun des marchés où ils font affaire. Pour la vente au détail, au public, les maraîchers doivent avoir une autorisation de vente. Mais il y a d'autres permis s'ils font de la transformation, dépendamment de ce qu'ils transforment. Pour les alcools, c'est un autre permis, etc. Et évidemment, le permis étant rattaché à l'inspection, bien, à chaque endroit où ils doivent inspecter, ils demandent un permis.
c'est là où, à un moment donné, si tu fais plusieurs marchés, ça commence à minoter. L'Association des marchés publics du Québec souhaite la révision de cette réglementation afin de la rendre plus équitable pour les petits producteurs. Selon moi, là, depuis quelques années, on voit qu'il y a une importance portée sur nos produits locaux. On affiche produits locaux, on affiche nos prix, puis les gens nous le redemandent. Est-ce que c'est vraiment un produit du Québec? À partir du moment où les gens sont prêts à faire l'effort pour aller chercher la fraîcheur, ils vont comprendre c'est quoi la différence entre être frais et entre être froid. C'est une petite tomate qui est sur grappe. Vous allez voir, les clients qui parlent aux producteurs, c'est devenu des amis. Alors moi, ça m'émeut, là, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je trouve que c'est la beauté de la terre. Et pour moi, c'est vraiment un agriculteur, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans mon environnement. L'Association québécoise des marchés publics a répertorié 65 de ces marchés saisonniers et permanents dans la province. Cette association attend toujours des subventions pour réaliser une étude sur l'impact économique des marchés publics au Québec. On va à la pause et au retour, l'ennemi public de nos plans d'eau, l'algue bleue. Dans ce monde, il y a toujours à découvrir. Chaque dimanche, ZoneDoc vous propose des documentaires sur des personnages, des questions et des controverses qui l'habitent. Cette semaine... Des enfants jetés à la rue par superstition. Torturés parce qu'on les croit habités par le mal. Tués parce qu'ils sont prématurés. Mais si on s'était, ça va continuer. Le sort des enfants qu'on dit sorciers. ZoneDoc, ce soir 20h, à Radio-Canada. Voici Audi, créateur de Vorsprung durch Technik. Saviez-vous que des cheveux secs et rêches sont des cheveux abîmés? Et saviez-vous que le nouveau Dove peut les réparer? Le nouveau soin thérapie hydratation quotidienne est différent, car il contient un sérum hydratant unique. Il répare les dommages et redonne l'hydratation perdue pendant la journée. Ainsi, vos cheveux réussiront le test de la douceur tous les matins. Essayez le précieux sérum hydratant du nouveau système hydratation quotidienne de Dove. Adieu cheveux abîmés, bonjour cheveux en beauté. Rénovation à la maison Baraquette dès le 20 juillet. Tout doit être liquidé. 50 à 80 % de rabais. Beaucoup de nouvelles marchandises intemporelles, sport ou chic. 50 à 80 % de rabais. Ça vaut vraiment la peine. Maison Baraquette, 6e rue Trois-Rivières. De jour comme de soir, le potager des visionnaires sur le toit du Musée de la Civilisation à Québec. Sur les sentiers de ce potager, laissez parler votre âme. Créé par Franco Dragon, présenté par Alcoa. Vous avez un look d'enfer, mais vous n'êtes pas à l'aise. Cette démangeaison qu'on ne peut gratter, cette odeur gênante. Vagisil comprend. La crème Vagisil soulage les démangeaisons rapidement et contrôle même l'odeur. Retrouvez la femme que vous êtes avec Vagisil. Découvrez une nouvelle façon de faire le lavage au moyen du pouvoir naturel de la vapeur. Le nouveau duo Duet Vapeur de Whirlpool. La vapeur élimine les taches dans la laveuse et atténue les plis dans la sécheuse. Whirlpool, le pouvoir d'en faire plus. Gagnant à vie édition spéciale. À gagner, plusieurs lots à vie, dont un gros lot de 3 000 $ par semaine. Pour toute la vie.
Rénovation à la maison Baraquette dès le 20 juillet. Tout doit être liquidé. 50 à 80 de rabais. Beaucoup de nouvelles marchandises intemporelles, sport ou chic. 50 à 80 de rabais. Ça vaut vraiment la peine. Maison Baraquette, 6e rue Trois-Rivières. Je vous disais en ouverture d'émission qu'il y avait 3 fertilisants qui stimulaient la croissance des plantes. L'azote, le potassium et le phosphore. C'est du phosphore dont on vous parle maintenant. Alors, en plus d'accroître le développement des végétaux, il augmente leur résistance au froid. On en retrouve également chez les animaux et chez les humains, dans le squelette. En plus, il est essentiel à notre reproduction. Alors, le phosphore, c'est génial presque partout, parce que dans l'eau, en grande quantité, ça devient mortel. Ça devient synonyme d'algues bleues. Voici le reportage préparé par mes collègues Gilbert Bégin et Bernard Laroche l'automne dernier, au pire de la crise des algues bleues au Québec. On croyait les lacs éternels et capables de tout absorber. Mais avec l'invasion des algues bleues, jamais les lacs ne nous ont paru aussi fragiles. La liste des lacs contaminés aux algues bleues s'allonge à La vue d'œil découverte au de Québec. cyanobactéries survient La pression à un est forte bien sur le mauvais gouvernement Charest pour trouver des solutions. La au problème direction des de la algues santé bleues. publique demande à la population de ne pas consommer l'eau du robinet et d'éviter tout contact avec cette eau. Vous partez avec vos cruches d'eau le matin et vous allez les remplir à une citerne derrière l'hôtel de ville. On est au Canada, là. On n'est pas dans le tiers-monde. Chez nous, les algues bleues sont plus précoces que par les années passées. Les algues bleues continuent de jouer de bien vilains tours aux riverains comme aux vacanciers. On devrait comprendre que c'est un wake-up call pour toute la population. Ça fait 20 ans que les spécialistes poussent des cris d'alarme sur la santé des lacs. En un an, l'algue bleue a fait tout le travail et sonné la fin de la récréation. 880 micro-Einstein. OK, c'est bon. David Bird se passionne pour les cyanobactéries. Ces organismes primitifs qui, rappelons-le, sont naturellement présents dans les plans d'eau depuis 3 milliards d'années. OK, demi-mètre. Il les qualifie de merveilles d'adaptation. Lorsqu'on les gave de phosphore,